Avant de parler du Togo, de la location immobilière, on va se poser la question de savoir à quel niveau on est. Et justement, on continue notre voyage en Guinée-Conakry, relâche des 3 leaders jugés pour outrage à magistrat. Credo Tété, même question, j'avais déjà posé cette question à Pasteur Rido Komi. Est-ce que cela va faire baisser la tension à Conakry, surtout qu'on connaît la force de mobilisation de l'opposition et de la société civile de ce pays? Oui, dans une certaine mesure, ça a baissé la tension, mais cela ne saurait faire taire ces activistes ces grands leaders de la société civile. Donc on les a beaucoup plus encouragés. Et la justice les aurait condamnés qu'il y aurait eu le feu, donc les gens vont pour un temps soit peu. Hein. Mais maintenant moi je crois que leur arrestation les a plutôt revigorés. Donc ça leur a donné beaucoup plus de crédit et ça a diminué même, disons, l'aura de la junte aujourd'hui parce que la junte a été désavouée par la justice guinéenne. Ça, c'est un désaveu. Sanglant. Et là, ça, c'est un désaveu pour la junte guinéenne. Et aujourd'hui, lorsque on parle d'un désaveu, d'un affaiblissement de la junte, donc c'est qu'il y a eu un regain de l'autre côté. Donc vous allez voir dans les prochaines semaines les activités de mobilisation, de démonstration de force que les leaders là vont organiser du côté de la junte parce qu'on les a inutilement fait passer des heures en prison. On les a inutilement fait passer des heures en prison et rien ne saurait leur enlever cela. Donc c'est dans la tête. Ils ont eu des moments assez amers. Maintenant, ce sont des gens qui vont beaucoup plus se radicaliser, qui vont affronter cette junte jusqu'au bout. Donc il ne faut pas qu'on se leurre. Cette junte, les premiers adversaires de cette junte, ce ne sont pas les hommes politiques qui demandent le retour du pouvoir à l'ordre constitutionnel, mais c'est beaucoup plus ces acteurs de la société civile qui vont mener la vie dure à cette junte. Et là, ce n'est qu'un début, vous allez voir. Et ils ont déjà la force de mobilisation. Et vous allez voir qu'ils vont porter des revendications même à la place des hommes politiques. Les prochains jours à Conakry, Pasteur Rido Komi, et à travers toute la Guinée. Oui, non, il faut d'abord préciser que la plupart des détentions, des arrestations, des détentions politiques sont, pour ne pas dire la plupart, ou bien toutes les arrestations et les détentions politiques sont toujours instrumentalisées. Hein. C'est toujours des détentions qui ne sont pas fondées sur des accusations sérieuses. Et dans tous les pays. Donc quand on vous arrête politiquement, peut-être pour outrage, peut-être ou délit de participation à des manifestations non autorisées et autres, c'est des instruments politiques que ceux qui sont au pouvoir utilisent souvent pour pouvoir empêcher, pour pouvoir annihiler la force de l'opposition ou bien de la société civile. Et ce qui est fait, Credo l'a si bien dit, dès qu'on vous arrête injustement et qu'on vous libère après, on n'est plus requinqué, on n'a plus de force de pouvoir aller de l'avant. C'est pourquoi je dis souvent que ceux qui arrêtent les gens, ceux qui se donnent à ce jeu d'arrêter innocemment les acteurs politiques ou bien syndicaux ne savent pas quelle contribution ils apportent à ces gens, même si après avoir souffert, quand ils sortent, il y a un certain aura. Ils revêtent d'une certaine aura et puis remobilisent plus qu'avant. Et donc c'est ce qui va se passer. Mais je vois aussi les autorités guinéennes sont aussi très malignes, c'est ça, non? Sont très malignes et aussi vont savoir rapidement récupérer la situation
et refaire la part belle à nos collègues. Peut-être pas, vous allez voir, peut-être, pourquoi pas les autorités guinéennes présenter même les excuses à la société civile pour n'avoir pas su bien faire la lecture. Ouais. C'est possible, tel que je le vois. Doumbouya n'est pas l'heure de dire que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une mauvaise lecture de la situation pour calmer les choses. Bon, si ça peut calmer l'ardeur pour que la Guinée puisse avancer dans sa transition, parce que c'est une transition. C'est une transition, c'est vrai que jusque-là, le calendrier est flou, n'est pas encore exact, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont revenir à un délai plus raisonnable que ce qui est là actuellement sur la table de ces autorités-là? Personne ne saurait le dire, mais je crois quand même que la situation est à l'étape d'observation. Ouais. Les deux parties vont s'observer. Et celui qui sera plus rusé, plus pragmatique et plus en vue gagnera la bataille. Mais pour moi, que ce soit la Guinée qui triomphe, qui sorte de cette situation qui n'arrange rien, mais qui est là et qui ne profite à personne. C'était le mercredi 5 janvier 2022 en Conseil des ministres au Togo. La caution et la garantie de loyer ont été plafonnées. La caution était plafonnée à 3 mois de loyer et la garantie également à 3 mois de loyer. 6 mois après, que retenir, Pasteur Edo Komi? On commence par vous. Non, c'est vrai quand même que le 5 janvier dernier, lors du Conseil des ministres, le gouvernement a pris un décret portant réglementation de la location immobilière, donc en limitant la garantie et puis la caution chacune à 3 mois, ce qui au fait était de nature, selon le gouvernement, à aller dans le sens de l'inclusion, c'est ça, non? L'inclusion sociale, la protection et l'inclusion sociale, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que il faut reconnaître que il y avait tellement de spéculations qui sont pratiquées, où on vous oblige, on vous oppose des trucs des garanties de 1 an, de 2 ans, de 3 ans. Donc apparemment il n'y a pas de plafonnement. Donc chacun allait, les propriétaires allaient dans tous les sens, et surtout qu'avec les étrangers qui sont chez nous, qui ont quand même cette possibilité de pouvoir payer, bon, les citoyens finalement sont lésés. Les citoyens togolais, les Togolais sont lésés, et il fallait y aller. Moi je pense bien, quelques jours bien avant, avoir discuté, avoir évoqué ce sujet avec madame le Premier ministre, pour lui dire, mais si on pouvait faire le début de l'année, si on pouvait faire quelque chose, parce que pour aller dans ce sens, pour permettre à chaque Togolais d'avoir un abri, même en étant en location. Donc je crois que ce qui a été fait quelques jours après. Maintenant, c'est l'application sur le terrain. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Des mécanismes de où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut évaluer? Est-ce qu'il y a quelque chose sous la main qu'on peut voir, qui est palpable? Ce serait très difficile, parce que les propriétaires, à un certain moment, il y a certains, selon nos enquêtes, il y a certains qui ont accepté se prêter à ce décret, mais il y a d'autres qui ont dit niette, qui continuent de spéculer. Des fois, on peut dire que ce n'est pas le gouvernement qui continue de spéculer. Et là, je crois que c'est une situation à demi-teinte, parce qu'on n'a pas encore le mécanisme propre. Comment on va suivre le contrôle de la situation? C'est vrai qu'on a dit aux maires et aux autres, aux préfets de le faire, mais ce n'est pas aussi facile. Et le propriétaire dira que c'est lui les propriétaires. Si vous ne voulez pas, sa maison va rester. Au moment, il va perdre, parce que pour certains, c'est de leur source de revenus. Eux aussi, ils vont perdre. Mais ceux qui aussi sont dans le besoin, si vous êtes dans le besoin de location et que vous trouvez quelque part, vous allez sans doute vous fier à ce que les propriétaires vont vous dire. Mais je crois que c'est un décret. Il faut passer à l'application, mais ça va prendre du temps. Et surtout que c'est seulement dans le Grand Lomé. C'est seulement dans le Grand Lomé, mais la situation est autre. Il y a d'autres villes aussi, il y a d'autres grandes villes où il y a le problème de location. Donc il faut l'étendre sur tout le pays, et puis veiller à ce que progressivement on puisse le rappeler, qu'on se rappelle ce genre de choses. Je crois que ça finira par rentrer dans les arbres, mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Mais il faut reconnaître que c'était dans l'esprit
de faire du bien, dans l'esprit de faire du bien aux Togolais moyens qui n'ont pas ces ressources-là, ces moyens d'aller jusqu'à 1 an, jusqu'à 2 ans d'avance ou bien de garantie et de garantie de location et de bail d'habitation. Donc moi je dis que la situation pour le moment n'est pas vraiment quantifiable. On ne peut pas évaluer ça 6 mois après, mais il va falloir qu'on prenne d'autres mesures pour pouvoir ne pas pousser les propriétaires, mais pour convaincre les propriétaires. Hein. Ce n'est pas une manière, il ne faut pas aller avec force. Ce n'est pas avec des méthodes brutales qu'on va y aller, mais il faut aller avec une pédagogie, sensibiliser les gens et progressivement, je crois que ça va rentrer dans les habitudes. Claude Tété, vous ne pensez pas que 6 mois après, il urge de faire le point. Non, je crois qu'on doit faire le point, parce qu'on a eu l'impression comme quoi, depuis le mois de janvier, le décret a été pris, mais il n'y a pas eu de mécanisme de suivi pour arriver à une application graduelle de la chose. C'est là où je voudrais interpeller le ministre en charge de l'habitat. Donc, une chose est de faire prendre le décret, mais une chose est d'avoir les outils nécessaires pour arriver à... oui, il y a eu cette volonté politique, cette décision politique de soulager ou bien d'encadrer le milieu de la location immobilière. Mais prendre des décrets assez louables comme ça et ne pas voir ce décret être appliqué sur le terrain, donc c'est comme si on n'a rien fait. C'est comme si on n'a rien fait. C'est vrai, lorsqu'on avait eu les premières informations jusqu'à la prise de décret, les propriétaires disaient ce n'est pas le gouvernement qui a construit les maisons pour eux. Mais ils ne doivent pas oublier qu'ils sont également dans un état et que tout doit être réglementé. Demander jusqu'à 2 ans de loyer ou de garantie de caution. C'est exagéré. Donc c'est vraiment exagéré. Où est-ce que le locataire va trouver ça? Mais le locataire ne peut pas tout prendre aussi pour verser dans la location et puis... aller manger les doigts. Oui, aller manger les doigts ou bien les ongles. Donc là, je crois que le ministère de l'Habitat doit revoir sa copie, doit essayer de faire le point, doit faire tout le sondage nécessaire afin que cela devienne une réalité. Il ne suffit pas également de se décharger sur les communes pour dire faites appliquer. Non, mais les communes vont appliquer comment? Du moment où les élus locaux ne sont pas sensibilisés à la chose, du moment où on ne les a pas donné, disons, les rudiments nécessaires afin que ces personnes aussi aient des éléments de langage pour convaincre ces propriétaires-là. Et également, je crois que l'auteur aussi doit faire un geste envers ces propriétaires-là. Au même moment, il y a la taxe foncière, la taxe sur l'habitat. Tout cela, ça pèse sur les gens. À un certain moment, on a eu comme quoi que ça sera prélevé uniquement et directement sur les factures d'électricité. Est-ce que c'est mis en application? Donc là, nous allons faire les vérifications. Donc je crois que lorsque les populations aussi, il y a trop de taxes aussi, il y a les raquettes sur nos routes, disons la vérité. Donc le Togolais a un incroyable talent. Je dis, avec les maigres ressources, le Togolais arrive à avoir un chèque. Donc, je crois qu'il faut le féliciter. Même ceux qui sont aujourd'hui en location, demain seront des propriétaires. Mais il faut encadrer le milieu. Il faut encadrer le milieu parce que ce n'est pas aisé aujourd'hui de louer une chambre à Lomé. Même les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Oh, mais on va te dire... banalement 10 000, 15 000, mais quand tu vois la chambre, tu vas dire, mais ça c'est une conjugaison d'insalubrité. Mais les mêmes propriétaires vont te réclamer 1 an d'avance. Donc je crois qu'il va falloir que le gouvernement agisse. Au-delà de la prise de ce décret, il faut de l'action sur le terrain. Et ce n'est pas au président de la République, Faure Gnassingbé, de sortir. S'il a nommé des ministres, c'est pour que les ministres aussi puissent respecter leur cahier de charge de mission. Voilà, moi je veux voir... Et c'est aussi au président de demander des comptes. Le président demande des comptes, mais ça suit des voies hiérarchiques. Pasteur Edo Komi, à votre niveau, au niveau des communes, c'est vrai que Claude Tété l'a dit, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas dire aux communes de faire le travail. Il faut que d'autres personnes le fassent aussi. Est-ce qu'à votre niveau, un travail est fait? Surtout au niveau de votre commune, bien sûr. Donc, au niveau de notre commune, vous savez, au début, dès la prise de ce décret, nous avons
commencé au niveau du conseil. Au niveau du conseil municipal, nous sommes penchés sur le sujet et voir comment est-ce que son application. C'est du coup, il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup de réticence au niveau des propriétaires. Nous avons eu quelques plaintes à la mairie. Nous avons convoqué cette propriétaire. Moi, j'ai eu même à échanger avec certains propriétaires. Il faut reconnaître quand même qu'il y a des gens, comme je l'ai déjà dit, qui ont compris quand même qu'ils sont dans un état. Il faut respecter ce que l'État dit, même si c'est très facile de dire, bon, est-ce que c'est l'État qui m'a construit? C'est vrai quand même que l'État, tout ça là, c'est l'État qui décide un jour, il dit, bon, ok, l'État c'est sur les matériaux de construction, c'est le même État qui va le dire, bon voilà, on va réduire, on va faire ceci par rapport au prix, je dis de n'importe quoi, mais c'est juste pour leur dire que l'État a ce pouvoir de pouvoir chercher leur bonheur que de pouvoir chercher le malheur. Et donc, c'est vrai quand même qu'il y a les cris de détresse par-ci, par-là, il y a des jurons, il y a des gens qui ont dit beaucoup de choses, mais dans notre commune, on a essayé quand même à sensibiliser une partie, enfin, les propriétaires, ceux à qui nous parlons de temps en temps. Bon, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà un bon début d'application, mais maintenant, il y a 6 mois de cela, l'État doit faire l'état des lieux. Le gouvernement, le ministre doit prendre courageusement l'initiative de pouvoir faire l'état des lieux. Et bon, l'état c'est difficile pour lui parce qu'il n'a pas des instruments pour pouvoir évaluer. Comment avoir ces instruments? Comment on peut les avoir? Il n'y a pas des indicateurs. Il faut envoyer les gens sur les terrains. Il n'y a pas des indicateurs pour pouvoir évaluer la situation. Donc, envoyer des gens, c'est les maires qui doivent envoyer des rapports, les rapports au ministère, à leur chef hiérarchique, c'est-à-dire par rapport au ministère, pour le dire, mais rien n'a été fait. Donc, c'est par rapport aux plaintes, c'est par rapport aux uns, aux dires des uns et des autres. C'est pourquoi il faut des mécanismes propres à ce décret, parce qu'un décret, c'est bon de prendre un décret, mais l'application, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Il faut faire aujourd'hui le point de la situation. Il faut faire même 6 mois après, il faut faire une situation. Peut-être Radio Trottoir, par exemple, peut-être que c'est la TVT qui circule ses micros pour demander aux gens la situation. Les journalistes. Ça, c'est la presse. La presse aussi qui va faire une partie dans le média, on peut faire aussi une partie de ce boulot, pour que nous puissions avoir quand même la situation. On peut avoir la situation à partir de ce que ce serait un échantillon qu'il ne faut pas prendre pour tout, mais l'échantillon permet déjà dans des actions dans des trucs opinion de sondage, ça nous permet déjà d'avoir une idée sur la situation de manière générale. Non, moi je voudrais ajouter, le sujet est assez sensible et c'est également passionnant. La passion viendrait du fait que ça va soulager les locataires. Les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens. Mais maintenant, je dis, il faut tirer chapeau au gouvernement d'avoir eu le courage de prendre ce décret. Maintenant, le reste du travail, c'est au ministère en charge. Est-ce que le ministère en charge a une politique même de communication autour de ce décret, de ce sujet qui est assez préoccupant? Actuellement, c'est le sujet de l'heure. Oui. Mais on a vu, il ne faut pas se réfugier derrière les conférences de presse qui sont animées après le conseil des ministres, ou bien les informations qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Habitat doit prendre ses responsabilités. Donc, il doit pouvoir travailler. Je me demande, est-ce qu'il a même les outils de communication à sa disposition? Et là, c'est vrai aussi. Donc la presse joue toujours son rôle. Ce que, même en programmant ce sujet pour qu'on puisse en débattre, c'est que l'entité New World fait sa part. Mais quel est l'accompagnement? Quel est l'accompagnement? On a vu le rôle que la presse a joué dans le cadre de la crise sanitaire. Mais quel est l'accompagnement qui a été fait à la presse? La presse a été laissée sur le carreau. Donc il y a beaucoup de choses. Donc les ministres doivent comprendre que il y a des choses, il faudrait qu'ils aient le courage aussi de communiquer. Ils ont des pans de budget, mais ils n'ont qu'à associer les médias. Pour réussir cette mission de sensibilisation, de pédagogie, comme l'a dit le pasteur Dokomi, moi je crois qu'il faut employer les médias, il faut employer les associations de la société civile et les acteurs communautaires.
Mais lorsqu'on ne leur donne pas les éléments nécessaires et les moyens nécessaires pour aller dans la masse, pour sensibiliser, donc il n'y aura pas. Il n'y aura pas effet. Donc il n'y aura pas effet. Je ne vois pas un ministre aujourd'hui qui soit en location et qui ait des difficultés pour payer son loyer. Même s'il est en location, mais il faut aller voir son style d'habitat. Donc, ce sont les pauvres populations qui en souffrent. Mais quel est le rôle, quelle est l'utilité de ce ministre de l'Habitat si rien n'est fait? Donc 6 mois après, qu'il prenne son courage à deux mains, qu'il rassemble et les acteurs des médias, de la société civile, les acteurs communautaires, pour qu'on fasse le point. Et là, il aura un grand nombre, un assez de retours pour pouvoir voir dans quelle mesure arriver au respect scrupuleux de ces dispositions qui sont contenues dans ce décret-là. Sinon, s'ils ne le font pas, mais c'est comme si ils ne rendent pas service à leur premier chef, qui est le chef de l'État. Et c'est là où également il faut interpeller Mme Dogbé, en tant que Premier ministre. Le décret est pris, mais il y a un ministère qui doit se charger de son exécution, de son application. Le ministère, 6 mois après, n'a même pas communiqué. Si ce n'est les premières communications issues du conseil, de la conférence du conseil des ministres l'après. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Dites-moi. Est-ce que le ministre de l'Habitat a fait quelque chose? Est-ce que le ministre de l'Habitat a essayé d'aller dans des communautés, voir, sensibiliser, expliquer le bien fondé? Je n'ai pas eu écho. Non. Donc, c'est dire que rien n'a été fait. Ou bien rien n'a été sensiblement fait. Mais tout cela, et on peut encore récupérer, on peut encore faire les choses. Mais jeter le dévolu sur les maires, les conseils municipaux pour dire, il doit faire, non, mais il doit faire comment? Du moment où ces conseils municipaux ont même des difficultés pour honorer leurs engagements, vous voulez encore leur donner du boulot sans leur donner les moyens nécessaires? Donc là, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous voyez aujourd'hui, moi je suis sidéré, donc moi je pense que les appeler maires, mais c'est seulement honorifique. Mais est-ce qu'ils ont même les moyens de leur politique? Ça c'est au passeur de... Non, mais je crois qu'il pas bien. Dans son développement, il a parlé des actions qu'il fait, individuellement, personnellement. Mais les gens le voient en tant qu'adjoint au maire, monsieur le maire. Mais demandez-lui s'il peut avoir le courage de vous dire combien il gagne. Et ce qu'il gagne même, est-ce qu'il rentre à la maison pour supporter sa famille avec? Non, mais disons la vérité. Les gens qui viennent, tous les nécessités qui viennent à vous, tous les jours, même en circulation. Mais le conseil municipal ne sont pas mieux aussi. Il est célèbre, hein. On le voit partout, pasteur Edo Koni. Faites quelque chose. Moi je crois qu'il ne faudrait pas fuir ses responsabilités pour dire. Donc c'est une action conjuguée qui doit être faite. C'est un appel que nous lançons au ministre de l'Habitat, je crois que c'est un notaire, Maître Tchalounianou, de se pencher, même s'il arrivait seulement à faire appliquer cette décision tout au long de son séjour au gouvernement, il aura fait œuvre utile. Je pense que merci pour le travail, ce travail d'éveil de la conscience. Je crois que ce sujet, ce que nous venons de faire ce jour, va être mise en contribution par le gouvernement, parce que nous avions dit des choses très sérieuses. Le gouvernement a interpellé notamment le ministre en charge de l'urbanisme et du cadre de vie et de l'habitat, et le Premier ministre. Je pense très bien que cela va servir à beaucoup de choses, et surtout définir un cadre vraiment bien juridique pour permettre à l'application de ce décret qu'il faut saluer, hein, que nous continuons de saluer, parce que qui va d'abord alléger la vie des couches vulnérables, et c'est ça l'inclusion sociale dont a parlé le conseil des ministres. Donc moi je le dis très bien que ce qui va être fait maintenant, c'est d'aller très rapidement à l'état des lieux et puis définir un mécanisme approprié pour l'application effective de ce décret. Donc au même moment, j'atterris parce que nous sommes presque à la fin. Ouais, j'atterris pour inviter les uns et les autres à être prudents sur la route. La route, ce n'est pas une aire de jeu où on peut s'amuser. Parce que quand je vois quelqu'un qui est à moto, au téléphone, à moto,
qui est déséquilibré, qui est à moto, qui voit, qui prend le téléphone à moto. Ce n'est pas on l'a transporté, mais c'est lui qui conduit, qui est à moto. Au moins pour le véhicule, au moins la personne, ça dit il y a de l'équilibre au moins. Mais quand vous êtes à moto et que vous conduisez avec une seule main et que vous prenez le téléphone, je crois que c'est criminel. Moi je dis c'est criminel. Et donc nous devons faire extrêmement attention sur la route parce que la route est en train de tuer. Et le ministre Yack, je crains fort pour le ministre Yack à faire son bilan de mi-année, c'est-à-dire de semestriel. Ça va être catastrophique parce que nous avons eu beaucoup, et le cas de Gléi, de ceux qui sont morts à Bako, vraiment est encore dans nos esprits, sera encore dans nos esprits. Et je profite pour donner un carton vert au cadre de Vaud, qui se mobilise vraiment. Je vous assure qu'il y a eu certaines mobilisations autour de cette affaire pour soulager, pour apporter un soutien financier aux personnes décédées, aux personnes qui sont actuellement dans les hôpitaux. Donc je donne carton vert au cadre de Vaud, vraiment, qui prouve qu'ils sont, et il n'y a pas question d'appartenance politique, on est unis derrière un fait. Et je crois qu'il faut l'être en tout moment pour le développement de chaque commune, de chaque canton, de chaque localité. Ça serait quand même quelque chose de bien pour notre pays. Credo Titi, dernier mot. Moi, je voudrais décerner un carton vert, tout vert, au PDG de New World, parce qu'il a eu l'ingénieuse idée de mettre ce cadre en place qui permet un débat pluriel. Voilà. Donc je voudrais le remercier et le prier également de sortir de l'ombre. Également afin que des espoirs soient faits dans le bien-être du personnel et également du cadre d'organisation de ces débats. Sinon, félicitations à lui, mais il y a beaucoup de choses à faire. Qu'il ait le courage de sortir de son trou et prier pour lui. Prier pour lui, prier que très prochainement l'émission soit délocalisée, que nous puissions faire ni regard croisé quelque part ailleurs. En plein public. Comme le marché aux étoiles. Le marché aux étoiles avec Kao Carré. Comme le marché aux étoiles de Kao Carré, c'est magnifique, ce serait très magnifique. Merci beaucoup. Non, mais moi, il faut sincèrement remercier le PDG de New World. C'est impeccable. Parce que c'est impeccable ce plateau. Et ce plateau diffère de ce que nous vivons sur les radios où il n'y a pas un débat, il n'y a pas une certaine hauteur d'esprit. Il a beaucoup investi dans cette télé, mais je crois qu'il peut encore parfaire et qu'il sorte de son trou pour qu'on le voit de temps en temps. Merci beaucoup à vous, Credo Titi. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Le Médium. Merci également à l'éternel pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. On se retrouve là sur un prochain. Le plaisir est partagé avec Credo. Merci beaucoup. Merci également à nos chers amis scottiers. À très vite.